Commençons par le dossier qui monopolise l'attention de la majorité des quotidiens ce vendredi-là, le scandale de la société Softcare. Ah oui, l'affaire Softcare. 1300 kilos, c'est énorme. C'est massif. Et ce qui frappe immédiatement à la lecture de ces journaux, c'est la véritable guerre de communication qui se joue d'une rédaction à l'autre. Ouais, c'est flagrant. Par exemple, le quotidien affiche une manchette qui semble presque dictée par un ministère. Il titre « L'État lave Softcare ». Mhm. L'article détaille comment le ministre de la Santé est carrément monté au créneau pour assurer que les produits respectent les normes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce type de communication officielle fonctionne vraiment face à un chiffre choc comme 1300 kilos de matériel périmé? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la polarisation immédiate du traitement médiatique. Ouais, Le discours de réassurance de l'État, qui est relayé par le quotidien, se heurte à un mur de scepticisme dans le reste de la presse. totalement. Prenez le journal Yor. Eux, ils choisissent un angle diamétralement opposé et beaucoup plus agressif. Ils titrent « Le ministre de la Santé blanchit l'industrie chinoise malgré la saisie de 1300 kilos de matières périmées ». Le mot blanchi est fort. Exactement. Le choix du terme blanchir, c'est une accusation directe. Le journal suggère qu'il ne s'agit pas d'une conclusion scientifique objective, mais d'une opération de sauvetage politique et économique d'un industriel. Et la critique ne s'arrête pas au ministre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les institutions elles-mêmes sont ciblées par la presse. Oui, les agences de l'État en prennent pour leur grade. Par exemple, Sud Quotidien déplace la focale. Il place carrément l'autorité de régulation, l'ARP, au banc des accusés. C'est ça. On reproche à cette agence sa gestion, ou plutôt son manque de transparence dans l'affaire. Donc on a une double crise. Une crise sanitaire et une crise institutionnelle. Voilà, une crise sanitaire potentielle, doublée d'une crise de confiance envers les organes de contrôle. Absolument. Et quand Rouémi Quotidien titre avec ironie « Affaire des couches périmées » chez Softcare, derrière le scandale « Circuler, il n'y a rien à voir », Ah oui, le fameux circulé. il pointe directement du doigt l'opacité perçue de l'appareil d'État. C'est la dynamique classique d'un scandale de santé publique. Les couches, pour bébé, ça touche à l'intime, à la vulnérabilité extrême. Bien sûr. Face à cela, une communication gouvernementale qui donne l'impression de protéger l'entreprise plutôt que le consommateur, c'est immédiatement perçu comme suspect. La presse se positionne alors comme le contre-pouvoir qui, justement, refuse de circuler. C'est un rapport de force très net entre le récit officiel et l'investigation journalistique. Tout à fait. Mais si cette affaire sanitaire occupe le devant de la scène ce jour-là, la toile de fond de cette journée presse est profondément politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les journaux décrivent une mutation majeure au sommet de l'État. On parle du parti présidentiel. Exact. Les Échos rapportent des fissures très spécifiques en titrant « Un député PASTEF accuse Guy-Marius Saggia ». Ce qui n'est pas rien. Non, c'est énorme. On parle d'un parti qui a construit toute son identité sur une cohésion forte, sur un militantisme de terrain. Et là, soudainement, on voit des luttes internes étalées sur la place publique. Ces frictions ne sont pas de simples anecdotes parlementaires. Elles sont le symptôme d'une restructuration beaucoup plus profonde. Et la presse l'a très bien compris. Oui, on le voit dans les autres titres. Regardez le titre de Populaire. Diomaye s'affranchit de Pastef, une déflagration politique inévitable. Le mot « déflagration ». Oui, le mot déflagration traduit toute la violence symbolique de ce mouvement. Le journal analyse la prise de distance du président Bassirou Diomaye Faye par rapport à sa formation d'origine. C'est presque un classique. C'est la dynamique classique du pouvoir post-électoral. C'est le passage du candidat porté par un parti militant au statut de chef d'État, qui doit incarner la nation entière, et donc élargir sa base politique. Mais s'affranchir de sa base originelle, c'est pas un pari extrêmement risqué pour lui? Si, toujours. Parce que Wolf Quotidien semble confirmer cette stratégie d'élargissement. Il titre « Rencontre de la coalition présidentielle, Diomaye se lance ». On a l'impression d'assister à la naissance d'un tout nouvel écosystème politique. Un écosystème taillé sur mesure, oui. Taillé sur mesure pour le président, au-delà des figures historiques de son propre parti. C'est un pari risqué, certes, mais c'est souvent inévitable dans l'exercice du pouvoir. Et la presse documente vraiment cette phase de transition délicate. Avec ses équilibres fragiles. Exactement. D'un côté, il faut rassurer les alliés historiques. De l'autre, il faut construire une coalition gouvernementale capable de gérer l'appareil d'État, ce qui nécessite parfois de marginaliser les éléments les plus, disons, radicaux ou contestateurs de son propre camp. Bien sûr. Les journaux de ce 6 mars montrent un président en train de forger son propre outil de gouvernance, avec toutes les secousses que cela implique au sein de sa famille politique.
Et justement, cet outil de gouvernance, l'appareil d'État lui-même, il semble être un véritable terrain miné. Oh que oui. Quand on lit l'Observateur, on voit que le champ politique est indissociable du champ judiciaire. Les deux sont liés en permanence. Le journal évoque le cas de personnalités très en vue, comme Cheikh Oumar Diane et Maître Moussa Diop. Ils se retrouvent coincés entre tempête judiciaire et paris politique, selon les mots du journal. C'est ça. La frontière entre la justice et le règlement de comptes politique semble de plus en plus poreuse dans ces colonnes. C'est une constante dans les périodes de recomposition. Et l'opposition tente logiquement de capitaliser sur ce climat d'incertitude. Ils s'engouffrent dans la brèche. Exactement. Le Point souligne cette pression en rapportant que la formation politique de l'UNR de Massali interpelle directement le président. Ils justifient leur démarche au nom de l'intérêt national. L'intérêt national, le grand classique. C'est une rhétorique habituelle pour s'ériger en rempart moral face aux manœuvres du pouvoir. Mais cela témoignait d'un climat où la moindre décision est scrutée. Et immédiatement politisé. Et ce qui est frappant dans cette lecture, c'est que cette bataille politique ne se joue pas seulement dans les meetings ou sur les plateaux télé, elle se joue dans les rouages très techniques de l'administration, dans les coulisses de l'État. Voilà, la Z attire l'attention sur les, je cite, manœuvres tous azimuts autour de la Cour des comptes. Ce n'est pas anodin du tout. Ah non, la Cour des comptes, c'est le cœur du réacteur. C'est l'institution qui vérifie comment l'argent public est dépensé. Chercher à influencer ou à contrôler une telle institution, c'est un enjeu de pouvoir massif. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on comprend que l'enjeu central de cette journée presse, c'est vraiment le contrôle de la machinerie étatique. La machine de l'État, oui. Le journal Enquête vient d'ailleurs compléter ce tableau avec un titre très évocateur, « Réationalisation des agences, un chantier inachevé ». Un vaste chantier. Réformer l'administration, supprimer ou fusionner des agences, ça signifie s'attaquer à des réseaux d'influence, À des postes budgétaires. à des clientèles politiques. C'est extrêmement complexe. C'est toucher à des acquis. C'est ça. Ces deux articles lus ensemble nous montrent un pouvoir qui tente de réorganiser l'État à son avantage face à une administration lourde et des institutions financières qui résistent. C'est un maillage institutionnel très dense. Et curieusement, au milieu de toutes ces questions de politique intérieure très techniques, la presse n'oublie pas l'international, ni le poids du passé récent d'ailleurs. C'est vrai, il y a cette résonance internationale. Le Témoin quotidien pose une question très spécifique concernant l'ancien président, Macky Sall, et sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Un poste très convoité. Le titre interroge « Macky Sall connaîtra-t-il le même sort que le commissaire Arona Sy ?» C'est une comparaison forte. Très lourde même, pour ceux qui n'ont pas la référence immédiate. Arona Sy, c'est cet ancien responsable policier dont la candidature à des postes internationaux avait été plombée par son bilan lors des répressions de manifestations. Exactement. Cette comparaison tracée par Le Témoin est redoutable sur le plan éditorial. Elle ne laisse pas de place au doute. Elle suggère que les bilans nationaux, notamment en matière de gestion des crises et des libertés publiques, finissent toujours par rattraper les dirigeants sur la scène internationale. Le passé qui refait surface. La presse joue ici un vrai rôle de mémoire. Elle rappelle que la géopolitique n'efface pas l'histoire locale et que les fantômes politiques peuvent ressurgir au moment où l'on s'y attend le moins.